Bonjour. Bonjour à tous. Bon, voilà, ça a été envoyé avec beaucoup de bruit, donc on espère qu'on va faire beaucoup de bruit aujourd'hui. Je vais essayer de faire court parce que je sais que vous avez un programme très chargé. C'est vrai que la matinée commence un tout petit peu en retard, donc on va accélérer, mais ça va être passionnant. Donc on va passer un moment ensemble très agréable. Alors, moi, je voudrais vous parler donc de cet événement sur lequel vous êtes, la Paris Retail Week. Vous avez vu le petit film, il se passe plein de choses, il s'est passé plein de choses l'année dernière. Cette année, c'est la deuxième édition avec un processus, un dispositif important, 50 000 m², 1000 sociétés présentes sur l'événement, tout le commerce online et offline, donc pour une expérience 360. Donc c'est ça qu'on va essayer de vivre ensemble, c'est-à-dire tout pour le commerce, qu'il soit online ou offline, avec plusieurs manières de le présenter, c'est-à-dire des villages start-up, on en a 3, donc avec un village agence, les start-up qui sont là pour présenter notamment la French Expertise, qui est une de nos thématiques phares. 340 speakers, il y a des académies, il y a des keynotes, un programme très riche que je vous invite à découvrir à la sortie, notamment il y aura des programmes. Les awards, 10 awards, qui sont donc présentés ce soir à 18h, et des store tours, on va y revenir. Donc d'abord, comment ça se passe, juste pour que vous vous rendiez compte de la manière dont c'est agencé. Donc on a à la fois sur le hall 2 et le hall 3, d'un côté e-commerce et équipe mag, avec un interpassage, au milieu de cet interpassage des zones communes, donc la partie online, la partie offline, agencement, équipement, solutions, donc au cœur de la porte de Versailles. Sur cette porte de Versailles, donc 2 salons avec un seul badge d'accès, donc on peut facilement donc accéder à l'ensemble des prestations. Les villages start-up, je vous en parlais, il y a plein de choses qui se passent, il y a des animations également très intéressantes, notamment sur le côté équipe mag, avec des start-up et des enseignes qui présentent des choses tout à fait innovantes. Des store tours. Alors les store tours, ça nous fait sortir de la porte de Versailles, c'est-à-dire que la Paris Retail Week, c'est ça, c'est à la fois un salon, mais c'est également sortir de la porte de Versailles et bien évidemment aller voir le commerce innovant avec des expériences immersives dans Paris, avec des beaux programmes. Bon, ils sont complets. Mais vous avez aussi la possibilité aux entrées, vous verrez, de prendre des plans qui sont là pour vous aider à vous guider dans Paris. On vous a fait en fait des parcours personnalisés pour aller voir. En fait, on a déniché pour vous des boutiques innovantes. Donc, n'hésitez pas à prendre ces documents et si vous avez le temps de flâner, n'hésitez pas à les découvrir. Les remises de prix, c'est les Paris Retail Awards et les Rookie of the Year. Donc, les Paris Retail Awards, qui sont les anciens e-commerce awards, donc qui la cérémonie se déroulera ce soir. Rookie of the Year, c'est on prime jeune pousse, c'est-à-dire une start-up de moins de 3 ans. Donc, la Paris Retail Week, c'est des contenus qui sont sans équivalent. Des outils et des boîtes à solutions avec des académies, e-commerce, emploi, des animations multiples et variées, des happy hours, à la fois du networking, à la fois de la connaissance. Donc tout un panel de rencontres intéressantes à faire. Un petit mot, donc les magasins, donc on peut les découvrir avec un bustronome. Donc ça, je vous en ai dit un mot. Les concepts innovants dans Paris, c'est intéressant de pouvoir sortir de la porte de Versailles. Disponible donc sur tous les stores. Je vous encourage à télécharger l'application. Vous aurez vraiment tout et elle est assez bien faite. Donc je vous encourage à la télécharger. Les programmes de conférences dont je vous ai parlé, pareil, disponibles. Il y a tellement de choses que c'est bien d'y jeter un œil et de l'avoir sur soi, avec des petites analyses et des petits points de vue qui sont intéressants. Les guides de visite, bien évidemment, que vous avez vus aux entrées quand vous êtes rentrés sur le salon. Ensuite, ce qui est intéressant sur la Paris Retail Week, c'est d'apporter un peu de contenu, parce que là, je vous ai parlé des outils. Bien évidemment, on a un fil rouge. Le fil rouge, cette année, c'est l'Augmented Retail. Donc, qu'est-ce que l'Augmented Retail ? C'est le commerce augmenté, donc le commerce qui avait allié à la fois
l'e-commerce et le commerce physique, qui se base sur un consommateur qui est hyper connecté, qui est hyper exigeant et qui a envie aujourd'hui d'avoir une relation différente avec les marques, qui veut en fait un commerce qui rentre en symbiose avec l'individu, qui va toucher à son intimité, et ça c'est important. Donc pour en parler, on a décliné en fait 3 temps forts, notamment, parce que ça sera aussi des thèmes qui seront repris dans d'autres contenus, avec la plénière d'ouverture. Donc ce matin, nous allons avoir la joie d'accueillir donc Flore Fauconnier et ses invités pour en parler, donc qui est autour de la réponse consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'attend le consommateur. Aujourd'hui, il a changé, sa relation à la marque a changé. Donc pour en parler, des spécialistes qui vont nous éclairer sur le sujet. Toujours dans les temps forts, il y aura aussi donc la plénière Augmented Retail, donc numéro 2, donc sur l'emotional brand et l'expérience. Là, c'est-à-dire comment vivre aujourd'hui, quand on est une marque, le rapport au client et au consommateur. Il va falloir s'adapter parce qu'on a un client qui est zapper et il ne va pas pouvoir supporter d'être matraqué. Il va falloir lui parler avec des outils qui vont lui permettre d'avoir des informations personnalisées. Ça, c'est très important. Et le rapport à la marque aujourd'hui change complètement. Très intéressant. Donc, il y aura Yves Puget d'LSA pour animer cette conférence. Et enfin, le dernier jour, on sera autour des instants de consommation. Les instants de consommation, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment travaillé, notamment avec Opinionway et Frédéric Michaud, que je vais accueillir tout à l'heure, parce qu'on s'est rendu compte qu'une des grandes nouveautés, c'est que le consommateur, en fait, consommait de manière complètement différente et qu'aujourd'hui, il consommait à des moments où, auparavant, il était en train de se détendre, en train d'attendre, de faire la queue, de s'ennuyer, de regarder la télévision parce qu'il est multi-écran, avec bien évidemment le mobile. Et ces instants de consommation ont complètement changé sa perception. Alors, pour nous en parler, je vais appeler Frédéric Michaud, parce que je crois que c'est lui le vrai spécialiste, et il va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Mais moi, je suis ravie de vous accueillir. Je vous fais un grand welcome. Merci d'être avec nous aujourd'hui, et j'espère que vous allez rester pendant les 3 jours et qu'on va bien s'amuser. Pas oublier qu'il y a plein de choses aussi festives. Tous les jours, 16h, il y a des happy hours, là, juste en face, avec des cocktails très originaux, servis par notre partenaire CVSense, qui travaille sur des produits biologiques autour de la chronobiologie, donc pour vous détendre, pour vous euphoriser et pour passer ensemble un super moment. Donc merci d'être là. J'appelle Frédéric Michaud. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, présentation donc de ce sondage exclusif Opinionway pour Paris Retail Week, la symbiose entre la marque et le consommateur. Entrons, avant d'entrer dans le détail, la méthodologie que nous avons utilisée. Nous avons interrogé un échantillon extrêmement classique, le fameux échantillon national de 1000 Français, 1010 personnes exactement, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. La méthode des quotas, c'est très simple. On connaît la structure de la population française sur certains critères qu'on appelle des quotas. On reproduit la France en miniature en respectant ces quotas. Les interviews ont été réalisées à la fin du mois d'avril, les 27 et 28 avril 2016 très exactement, par questionnaire auto-administré en ligne. Et puis évidemment, nous avons respecté nos normes de qualité dans la réalisation de cette étude. Passons sans plus tarder aux résultats de cette enquête. Résultats en 2 parties. D'abord, une première partie consacrée aux nouvelles habitudes de consommation des Français. Et pour mettre en lumière ces nouvelles habitudes de consommation, nous avons cherché à donner un peu de perspective à ces comportements en mesurant l'évolution des pratiques de consommation des Français. Et pour cela, nous leur avons demandé de réaliser une auto-évaluation du temps passé à effectuer différentes pratiques en comparaison de ce qu'ils faisaient en 2006, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Alors évidemment, on a 2 limites à ce type d'exercice. D'abord, c'est de l'auto-perception. En plus, c'est de l'auto-perception qui porte sur le temps. Et on sait très bien que la perception du temps et la réalité du temps mesuré
peut contenir, il peut y avoir un écart important. Et puis ensuite, ça se base sur un souvenir. Donc il peut y avoir des effets de mémorisation, pardon. Mais toujours est-il qu'on a des résultats qui sont intéressants et on se rend compte qu'il y a une seule pratique qui se détache par rapport aux autres et qui est beaucoup plus effectuée qu'il y a 10 ans, c'est celle qui consiste à faire les boutiques en ligne. Vous voyez, 39% des Français déclarent qu'ils prennent plus de temps à faire du shopping en ligne par rapport à il y a 10 ans. Et de manière très significative, en bas de tableau, faire les boutiques en magasin constitue la pratique pour laquelle les Français passent moins de temps, quasiment un Français sur deux, 48% passent moins de temps qu'il y a 10 ans à faire du shopping en magasin. Évidemment, on peut mettre les deux en relation par un effet de vase communicant. Au milieu de tableau, vous voyez des activités traditionnelles qui n'ont quasiment pas bougé ou qui s'équilibrent entre ceux qui les font plus et ceux qui les font moins. C'est le cas notamment pour travailler. 31% des Français déclarent travailler davantage, notamment les plus jeunes évidemment, et 35% déclarent travailler moins. C'est le cas en particulier des plus âgés qui, logiquement, viennent de prendre leur retraite. Sur toutes les activités, donc, on a une forme de stabilité, peut-être à l'exception des activités sociales. Voir vos amis, vous le voyez, 38% passent moins de temps à voir leurs amis. Et là, on peut peut-être le relier à l'émergence et le développement des réseaux sociaux. De la même façon, on observe aussi un recul assez marqué qui est confirmé dans toute une série d'autres enquêtes. En ce qui concerne la lecture, 43% des Français passent moins de temps qu'il y a 10 ans à lire. Là aussi, on peut faire l'hypothèse que c'est lié au développement des nouveaux supports digitaux. Alors, cette évolution du temps passé à faire différentes activités se retrouve aussi lorsque on interroge les Français sur les moments qu'ils utilisent pour faire du shopping sur Internet. On voit bien là une modification comportementale très concrète dans l'utilisation à des fins de shopping, de moments qui auparavant étaient dédiés soit à la détente et au loisir, soit qui étaient des moments de transition entre deux activités, une sorte de temps perdu, qui aujourd'hui donc deviennent des moments de shopping. D'abord, dans la journée, vous voyez que le moment le plus propice au shopping en ligne pour les Français, c'est le soir, avant de se coucher. 49% des Français profitent de ce moment pour faire du shopping sur Internet, et même 70% qui l'a déjà fait. Le matin, en se levant, est un peu moins propice, mais tout de même un quart des Français qui fait du commerce en ligne le matin, et puis la pause déjeuner à peu près au même niveau. En dessous, vous voyez toute une série d'activités qui, donc, auparavant étaient ou pouvaient être considérées comme du temps perdu, qui désormais sont utilisées pour faire du shopping. La pause publicité, l'attente lors d'un rendez-vous, dans une salle d'attente, évidemment les transports en commun ou entre deux réunions. Vous voyez que ces différents moments sont très largement comblés désormais par le shopping sur Internet. Au total, 80% des Français ont déjà transformé un instant autrefois vacant en instant d'achat. On monte même à 86% chez les Français de moins de 35 ans. Et justement, ce comportement rencontre de manière très profonde les aspirations des Français. Aspiration d'abord à l'abolition des horaires et des jours de shopping. 50% des Français veulent pouvoir faire des achats à n'importe quelle heure, même en retard du travail ou même le dimanche. Abolition également du lieu d'achat. 46% des Français souhaitent pouvoir faire leurs achats n'importe où, en vacances, au bureau, dans les transports. C'est, vous le voyez, très cohérent avec ce qui vient d'être dit. Dans une moindre mesure, résultat un petit peu plus mitigé en ce qui concerne la personnalisation de la publicité ou des publicités qui offrent et qui proposent des offres pertinentes et personnalisées, mais tout de même 38% des Français qui aspirent à ce type de service. J'ajoute que sur l'ensemble de ces réponses,
les 18-24 ans, c'est-à-dire les plus jeunes, donnent des résultats qui sont beaucoup plus élevés, 78% pour la première réponse, 68% pour la deuxième et même 51% pour la troisième. C'est intéressant de noter que cette génération hyper connectée qui est née avec les technologies aspire encore plus à ces nouveaux modes de consommation. Passons maintenant à la deuxième partie qui consiste à voir comment cette modification des habitudes de consommation impacte les relations aux marques. D'abord, en dépit de ce bouleversement, cette diffusion des nouvelles technologies, on a tout de même une majorité de Français qui déclarent que les marques, dans leur vie quotidienne, n'ont ni plus ni moins d'intérêt qu'il y a 10 ans. C'est plutôt un résultat sain qui, en fait, nous dit que l'omniprésence des marques ne se traduit pas par un surcroît d'importance. 19% considèrent que les marques sont plus importantes dans leur vie quotidienne, c'est le cas pour un tiers des plus jeunes, et 23% déclarent qu'elles sont moins importantes. Alors, dans ces conditions, quels sont les ressorts de l'intérêt des Français envers les marques? Tableau un peu dense que je vais essayer de simplifier pour vous. D'abord, la première des conditions à remplir pour une marque pour susciter l'intérêt, c'est de respecter l'intimité du consommateur. Vous voyez que c'est même une attente qui concerne, qui est très profonde, hein, qui concerne 42% des Français. Ce respect de la sphère personnelle dit bien à quel point le rapport de force est en faveur du consommateur qui entend décider quand et avec qui il veut faire du commerce et ne pas se faire agresser par des sollicitations permanentes. C'est la première réponse, c'est donc fondamental. Le deuxième élément, c'est évidemment l'utilité. Une marque doit être utile aux différents aspects de la vie quotidienne des Français. Ça fait partie des fondamentaux et le consommateur nous le rappelle ici à plus de 80%. Troisième élément, les marques doivent se mettre à la disposition et à la disponibilité des clients, ce qui signifie être à l'écoute de leurs besoins, 79% des Français, être présente exactement quand et où ils ont besoin de la marque. C'est le cas pour 71% des Français. Les marques doivent également connaître exactement les attentes des Français, donc une étude de ciblage des goûts, des comportements et des attentes, et même dépasser leurs attentes pour plus de 2/3 des consommateurs. On a bien ce triptyque, donc respect de l'intimité, utilité et à la disposition du client. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants dans la relation des Français envers les marques. On voit bien que les consommateurs veulent éprouver une relation de fond avec la marque qui est moins fondée sur les émotions, 52%, ou même sur le rire, 42%, que sur le rôle éthique des marques et des entreprises qui doivent se placer dans une dimension sociale pour 68% d'entre eux, et puis surtout qui doivent respecter l'environnement. C'est le troisième élément cité par 79% des Français. À nouveau, j'insiste sur les réponses des plus jeunes, des 18-24 ans, qui, eux, se distinguent par leur souhait de voir la marque les faire rire ou susciter des émotions chez eux, et même leur proposer des expériences uniques. En bas de tableau, le fait que la marque communique avec le client personnellement n'est pas un élément qui est de nature à susciter un très large intérêt parmi les Français envers les marques. Creusons cependant cette idée des moyens de communication pour échanger et dialoguer avec une marque. Chacun des moyens de communication suivants est-il, selon vous, efficace ou pas efficace pour échanger et dialoguer avec une marque? Vous le voyez, il y a un moyen qui se détache très nettement. C'est le seul moyen qui est cité par une majorité de consommateurs.
c'est le fait de contacter la marque sur son site internet. 69%, on voit bien comment le site de la marque est le principal point de contact pour les consommateurs. On a également ensuite, à un moindre niveau, mais à un niveau équivalent, 4 moyens de communication qui sont utilisés. D'abord, le téléphone, qui n'est pas ringardisé justement par l'émergence de tous les supports digitaux. 49% des Français l'utilisent, peut-être parce qu'il apporte une réponse immédiate et personnelle aux interrogations des consommateurs. Ensuite, le fait d'interpeller la marque sur les réseaux sociaux, 48%, c'est utilisé par 60% des plus jeunes, des 18-24 ans. Contacter la marque par courrier, là aussi, un mode de communication traditionnel qui n'est pas relégué aux oubliettes, 47%. Et puis, écrire sur un blog ou sur un forum au sujet de la marque, 46%. À nouveau, une pratique davantage réalisée par les Français les plus jeunes. Existe-t-il aujourd'hui une marque à laquelle vous êtes attaché, qui vous accompagne depuis longtemps, toujours dans cette idée de mettre en perspective le rapport des Français aux marques? Vous le voyez, réponse assez nette. 8 Français sur 10 nous répondent non. Et un petit quart, 22%, déclarent qu'ils sont attachés à une marque depuis longtemps. De quelle marque s'agit-il? Question ouverte, réponse spontanée. D'abord des marques de luxe, des marques de cosmétiques, avec notamment Yves Rocher, marque préférée des Français. Ensuite, des marques high-tech, équipements sportifs, automobiles, en bas de tableau. Dernière diapositive, quelles sont les raisons de cet attachement de longue durée à une marque? Vous voyez, il y a 2 raisons principales. D'abord, la stabilité de la qualité des produits. C'est un fondamental de la marque qui permet de densifier le lien à la marque. Et puis ensuite, la capacité d'une marque à se renouveler et à proposer des produits toujours adaptés aux besoins. Vous le voyez, les autres éléments cités ne sont pas ne jouent pas de la même façon dans l'attachement, qu'il s'agisse des valeurs portées par la marque, du sentiment d'écoute ou de compréhension de la marque, ou en bas de tableau d'une marque, du fait que la marque soit ouverte au dialogue. En conclusion, quelques grands enseignements. On voit bien que la consommation est de plus en plus digitalisée et qu'elle réinvente le shopping sur Internet, qui s'immisce dans des interstices, dans des micro-moments du quotidien, avec l'émergence d'un nouveau consommateur qui veut consommer ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Deuxième élément, pour susciter l'intérêt de ce consommateur, la marque doit se placer au service de ce consommateur, devenir son assistant personnel, évidemment en respectant son intimité et en se refusant à l'envahir. On voit bien que ces ressorts sont puissants, mais les marques ne doivent pas oublier les fondamentaux qui leur permettent de s'attacher durablement les consommateurs, la satisfaction produit, d'une part, et la capacité à s'adapter à l'ère du temps, d'autre part. Je vous remercie pour votre attention et j'appelle maintenant Flore Fauconnier. Bonjour à tous. Et donc pour comprendre comment les marques et les enseignes s'adaptent à ce nouveau consommateur, j'appelle tout de suite à me rejoindre sur scène Thierry Lernon, DG e-commerce et cross-canal de But, Alexandre Fauvet, DG de Fusalp, et Radi Obeka, directeur marketing digital et CRM de la Fnac. Et donc je suis Flore Fauconnier du Journal du Net. Alors, on vient de le voir, le consommateur d'aujourd'hui avec son smartphone en poche est absolument tout puissant. Il le dégaine à tout moment pour acheter, pour vérifier si son colis est arrivé, pour vérifier la note du dernier Samsung, pour regarder où autour de lui il peut acheter la dernière paire d'Adidas. Et à chaque fois, à chacun de ces petits instants, il prend des décisions et il avance dans son parcours d'achat.
Il dispose de tellement de moyens d'agir qu'il fait figure aux yeux des marques et des enseignes d'hommes augmentés. Et donc, les marques et les enseignes que vous êtes n'ont plus d'autre choix que de s'adapter à ses attentes en mettant à profit tous les points de contact que vous avez avec lui. Et d'une certaine façon, vous poussez vos démarches omnicanales jusqu'à un cran plus loin, qui est celui du commerce augmenté, de l'augmented retail, qui est le parti pris de cette Paris Retail Week. Et donc, ça va m'amener à vous demander évidemment comment, chez chacun de vous, quelle forme prend cet augmented retail. Alors, pour commencer, Thierry Lernon, chez But, quelle forme ça prend le commerce augmenté ? Bonjour. Alors, ça prend pas mal de formes. Un des points de départ, c'est de bien utiliser les données qu'on a au moment de l'achat. C'est un des points de contact les plus riches. Tu le disais, l'augmented retail, c'est utiliser les différents moments de vie du client dans son parcours d'achat. On se rend compte, dans le cadre d'une boîte comme But qui vend du mobilier et de l'électroménager, qu'il y a une très forte logique d'achat par pièce. Et donc, jouer sur le fait que quand un premier achat est fait, il y en aura souvent un second dans la même pièce. C'est un des moyens de donner un bon service au client que de lui proposer des produits complémentaires en post-achat dans la pièce de son achat principal et de son achat initial. C'est peu intrusif, ça correspond complètement à ce qu'on voyait auparavant, ça répond à ce qui l'intéresse au moment donné. Ce n'est pas la société qui lui pousse toutes ses offres, c'est customiser une proposition en fonction de son premier achat. Est-ce que ça veut dire que les taux de transfo sont bien meilleurs ? Les taux de transfo sont excellents là-dessus, ce qui correspond bien au fait qu'on lui parle de ce qui l'intéresse à un moment donné, lui, et non pas de ce qui nous intéresse, nous. C'est beaucoup moins auto-centré comme approche. Et toute l'idée après, c'est d'extrapoler cette approche à l'achat, mais aussi au panier, ce qui est fait depuis longtemps en magasin, mais qui peut se faire aussi au panier abandonné, ce qui est fait depuis longtemps en online, mais qui peut se faire aussi en magasin, et aussi aux visites sur le site, qui nous donnent beaucoup d'indications sur le centre d'intérêt du client. Donc plutôt que de lui pousser les best-sellers du moment, pourquoi ne pas lui pousser les produits qui sont dans sa zone d'intérêt à l'instant T et qui en plus sont disponibles idéalement dans son magasin proche. Tout ça, c'est ce qu'on peut mettre dans un des axes de l'augmented retail. Donc ça veut dire aussi retargeter votre propre trafic et de façon multicanale. Alors oui, tout à fait. On a si on se compare par rapport à il y a une trentaine d'années où le seul indicateur qu'on avait, c'était le trafic en magasin et le seul trafic manipulable, c'était le trafic en magasin. On a maintenant un trafic équivalent, voire supérieur en online, qu'on peut utiliser pour capter de l'information et pour pousser des messages, ce qui correspond à peu près aux mécaniques que je décrivais auparavant. Une des grosses difficultés qu'on a tous, c'est d'utiliser le trafic smartphone qui explose et le trafic PC, alors qu'on ne sait pas toujours qui est derrière le smartphone et le PC, et bien que ce soit bien souvent la même personne. Alors passons du côté de la Fnac. Comme le disait Frédéric Michaud tout à l'heure, 71% des consommateurs français attendent des marques qu'elles soient présentes exactement quand et où ils en ont besoin. Et comme ils ne sont pas du tout schizophrènes, ils sont aussi 85% à exiger qu'elles respectent leur intimité et qu'elles ne les contactent que quand ils le désirent. Comment vous faites ? Comment ça se réconcilie ? C'est vrai que c'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Je pense que le point commun entre ces deux exigences-là, c'est la pertinence de ce qu'une marque va être amenée à proposer à son client. Et qui dit pertinence dit connaissance client en prérequis. Comme le disait Thierry, en fait, on se déporte d'un trafic mag vers un trafic web. La différence du trafic web, c'est qu'il est complexe à deux niveaux. Il est complexe par la multiplicité des devices, des outils qui sont utilisés pour justement le pratiquer. Et il est également compliqué parce on n'a pas toujours une connaissance très fine, ou en tout cas on a une connaissance silotée et partielle des gens qui se connectent. Donc on a un vrai travail de réconciliation à faire pour mieux comprendre ce client web qui a a priori on pourrait se dire que c'est un peu plus simple, tout est traqué, tout est mesurable, tout est faisable. En réalité, c'est extrêmement complexe. Une des complexités sur laquelle se penche un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, c'est la réconciliation cross-device. Donc se dire je veux être capable d'assigner un identifiant unique ou en tout cas de bien connaître mon client lorsqu'il se connecte depuis sa tablette chez lui le soir à 22h, sur son mobile en journée ou depuis son PC desktop lorsqu'il est au bureau.
Et ça, c'est un enjeu auquel nous, Fnac, on est confrontés. On collecte beaucoup de données magasins depuis un moment avec notre carte adhérent. On a un trafic énorme sur notre site web. Le mobile, effectivement, chez nous, commence à prendre toute son importance. Et il faut arriver à jongler avec ces trois typologies de clients-là qui sont complètement interconnectés. Donc cross-device, aujourd'hui, c'est un enjeu. C'est un enjeu pourquoi ? Parce que techniquement, lorsqu'on s'appelle la Fnac et qu'on n'a pas forcément à se loguer sur tous ces environnements pour accéder aux services qu'on propose, ça donne une connaissance client qui est partielle. Et je pense, pour la Fnac, pour But et pour bien d'autres, qu'une des solutions passera par la mise en commun justement de cette connaissance-là entre acteurs, entre prestataires technologiques et acteurs du retail. Et c'est cette connaissance client, une fois qu'elle sera un peu plus complète, qui nous aidera à être pertinent et donc à répondre aux exigences du client connecté, du client augmenté. Et vous imaginez une alliance comme ça entre quel type d'acteurs ? Par exemple, pour la Fnac, l'idéal, ce serait s'allier avec qui là-dessus pour pouvoir traquer tout le monde en cross-device ? Il faut réfléchir sous deux angles. Il faut se dire quels sont les acteurs qui ont une typologie client assez similaire à la nôtre, donc des gens plutôt urbains, plutôt CSP+, très parisiens, etc. Et donc, si je réfléchis rapidement, je me dis qu'un acteur comme Vente Privée est super intéressant, un acteur comme Monoprix est super intéressant. C'est des gens typiquement Monoprix avec qui on partage même des points de vente. Et deuxième chose, c'est de se dire... Oui, d'autant que votre privé, il faut être logué. Voilà, donc c'est le deuxième item, c'est de se dire qui sont les gens qui aujourd'hui ont une connaissance parfaite, voire quasiment parfaite de leurs clients, en tout cas qui savent identifier leurs clients à tous les points de contact. Et les sites de vente privée, et notamment venteprivée.com, en est un. Donc ça peut être un candidat idéal pour une alliance là-dessus. Ce qui me semble important dans ce que disait Gadi, c'est que toute cette connaissance client qu'on capte à travers les différents trafics en magasin, smartphone et PC, sont de moins en moins utilisés pour pousser du message vers le client en lui forçant la main, mais de plus en plus pour customiser les offres qu'on fait quand il revient sur les sites ou sur les sites mobiles ou sur les sites PC ou en magasin, et de façon à enrichir l'expérience qu'on lui donne. Ça me semble important de le préciser par rapport à ce qu'on a vu avant. Alors, une problématique très liée au tracking du client, c'est leur géolocalisation. Et je crois que chez But, c'est assez crucial parce que notamment le côté produit encombrant, c'est plus facile quand le produit est dans le stock d'à côté. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors, c'est un enjeu pour beaucoup d'acteurs qui sont multicanaux, c'est-à-dire qui ont des magasins et qui ont du online. Le stock est souvent dans des plateformes centrales, mais aussi en magasin. Et on sait bien que la proximité des produits par rapport aux clients, c'est un énorme avantage puisque le produit est disponible tout de suite. Donc pouvoir donner des informations les plus fiables possibles et pousser une offre au client qui est celle qui est disponible près de chez lui, c'est un gros avantage. On voit Amazon qui ouvre l'offre Prime, livraison en 1 heure sur Paris. Ils ne peuvent le faire que parce qu'ils ont une proximité par rapport aux clients. On a souvent, les retailers que vous verrez ici ont souvent plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de magasins, donc ils ont cette proximité. Par contre, le produit n'est pas toujours dans le magasin proche du client, ils ne savent pas toujours où est le client, et avec toute la fluidité d'informations qu'on a maintenant, et qu'il faut apprendre à développer, on peut mettre le produit en face du client, avec les flux logistiques aussi qui sont beaucoup plus souples qu'avant, où que soit le produit en France par rapport au client. Mais il faut savoir où est le client, et il faut savoir où est le produit, et après il faut brancher tout ça. Mais la localisation physique du produit peut être compensée par tous ces flux d'informations et par de bons systèmes logistiques. La clé, c'est d'avoir des points de contact physiques avec le client et on a souvent plusieurs centaines de magasins, encore une fois. J'imagine que le corollaire, c'est aussi d'adapter le merchandising en ligne au stock autour de là où on a localisé le client. Alors ça, c'est l'idéal. Peu le font, mais effectivement, mettre en avant sur sa page catégorie sèche-linge, par exemple, non pas le canapé qui est le best-seller national, mais le canapé qui est le best-seller du magasin proche du client, c'est l'idéal. Mais c'est difficile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors en préparant cette table ronde, vous me disiez tous les deux qu'un axe incontournable pour se positionner sur les micro-moments, c'est bien sûr le mobile. Radio BK, à la Fnac, comment est-ce que vous vous y prenez sur ce canal ? Le mobile aujourd'hui, ça répond à deux objectifs chez nous. Ça répond à un pur usage mobile, 100% mobile. Tout à l'heure, on l'a vu dans l'étude OpinionWay, il y a des jeunes notamment qui ont envie de se connecter tout le temps, qui sont branchés la plupart du temps et qui utilisent principalement leur smartphone. Donc il faut répondre à cet enjeu-là. Et le deuxième usage, c'est l'usage de mobile comme outil multicanal et outil de préparation à l'achat en magasin. Et globalement,
C'est assez marrant, lorsqu'on analyse par exemple nos taux d'ouverture en email aujourd'hui, on a un vrai 50-50 très net, très pur, entre des gens qui ouvrent toujours leur mail sur PC, des gens qui ouvrent toujours leur mail sur mobile, ce qui quelque part schématise un peu ces deux modes de consommation-là. Donc le mobile aujourd'hui, ça sert à quoi? Le mobile, c'est d'abord de la performance et de l'efficacité pour passer son achat en ligne de la façon la plus simple possible. Donc on essaie de travailler nos parcours en les simplifiant au maximum, en les optimisant au maximum. C'est un usage pur web. Et dans notre usage Drive to Store, c'est comment on capitalise justement sur ces flux multicanaux, sur la recherche en ligne avant d'aller concrétiser en magasin ou sur la recherche du magasin le plus proche. Et on travaille aujourd'hui des fonctionnalités dans notre app mobile qui vont servir principalement le magasin. Je vous donne quelques exemples hyper concrets. Géologue du magasin, ça c'est évident. Consultation des stocks qui sont à proximité aussi. Mais aussi constitution d'une wishlist qu'on peut tout de suite utiliser en magasin lorsqu'on rencontre un vendeur. Prise de rendez-vous avec un vendeur depuis son mobile. C'est quelque chose qu'on teste sur notre pilote de Boulogne pour ne pas perdre de temps et tout de suite s'engager dans une démarche informationnelle ou transactionnelle. Et puis aussi le retrait immédiat, donc commander depuis son mobile quand je suis en route vers un point de vente et pouvoir aller tout de suite chercher mon produit à la caisse. Donc on essaye de jongler entre ces deux approches-là, approche pure web, approche pure drive to store. Bon, on parle connaissance client, on parle mobile, mais l'augmented retail peut prendre encore bien d'autres formes et poser d'autres challenges aussi. Alors Alexandre Fauvet, vous dirigez la marque Fusalp depuis 2 ans et demi, après avoir dirigé le retail de Lacoste. Et il y a 1 an, vous avez relancé le retail chez Fusalp en ouvrant des boutiques. Donc chez vous, quel est le principal challenge que pose l'augmented retail ? Alors oui, nous, on est dans une phase qui est très très différente de celle de But ou de la Fnac, puisque finalement l'aventure retail, elle est plus récente, elle est beaucoup plus récente. Néanmoins, on a développé un site e-commerce aujourd'hui, donc on développe un réseau brick and mortar. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que l'outil digital est à disposition, mais il n'est pas forcément bien compris. Il n'y a pas forcément l'adhésion nécessaire en interne. Et donc d'abord, il y a un blocage culturel. Ça, c'est le premier point. Le blocage culturel, il se fait au sein de l'entreprise, mais il se fait aussi, évidemment, dans la relation avec le consommateur à travers ses outils et donc à travers la force de vente et les vendeurs. Donc c'est vrai que la première étape pour nous, et vous parliez, Thierry, de stock, par exemple. Je crois que la première étape, c'est véritablement d'arriver à construire des fondations et les fondations physiques. Parce qu'on se projette dans le digital, mais on s'aperçoit que finalement, derrière, on ne sait pas faire bouger nos produits d'un point de vente à un autre. On a un problème d'accessibilité ou de proximité. Et donc, la première des choses qu'on a faites, avant même d'essayer de considérer les outils digitaux au service du retail, ça a été, par exemple, de faire en sorte que l'entreprise soit ouverte. Ça a l'air idiot, mais il se trouve qu'on vend des vêtements de ski, mais entre Noël et le jour de l'an. Oui, eh oui, parce que c'était le pic de nos ventes, mais jusqu'à présent, l'entreprise était fermée. Okay. Ensuite, rapatrier une partie de la production en Europe, puisqu'on s'adresse à environ 90% de nos clients qui sont présents en Europe. Tout ça, c'est de la proximité. La proximité, ensuite, il faut qu'elle se retrouve. Et moi, la stat, effectivement, comme vous le disiez, la plus importante pour moi, c'est le respect de l'intimité ou de recréer de l'intimité avec le consommateur, avec le fan de la marque. Et ça s'opère à travers le vendeur augmenté. Et le vendeur augmenté, aujourd'hui, il va mettre du temps à pouvoir gérer ces outils. On sait que, par exemple, le consommateur est beaucoup plus en ligne et beaucoup plus exigeant que le consommateur qui pousse la porte d'un point de vente physique. Donc j'ai besoin d'avoir derrière mon ordinateur, derrière le téléphone, des vendeurs qui sont encore plus forts. Chez moi, au siège, lorsqu'ils reçoivent des messages, que ceux qui sont dans les points de vente. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très compliqué. C'est également compliqué d'avoir, à travers la force de vente, des gens qui parlent le même message et qui font passer donc une forme d'émotion aussi autour de la marque, un même discours. Donc les challenges, effectivement, pour moi, c'est peut-être moins sur l'acquisition. L'acquisition, évidemment, de nouveaux clients, elle est essentielle, mais elle peut prendre d'autres formes et d'autres moyens, et je pense au marketing, évidemment, digital. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer. C'est qu'en matière de retail, en ce qui me concerne, le digital, je veux le cacher.
je ne veux pas le montrer, je veux le cacher. Pourquoi ? Parce que je veux que ce soit quelque chose de naturel. Je veux que ce soit un outil au service au service d'une relation commerciale. Mais cette relation, c'est une relation humaine. Il faut de la chaleur. Et de ce point de vue-là, c'est très très difficile de trouver le juste équilibre. Donc on est dans cette phase-là où il y a un retail augmenté, c'est évident. Il y a des prestataires de grande qualité. Maintenant, il faut absolument que nos forces de vente puissent à la fois adhérer au projet, puissent comprendre et puis ensuite diffuser ce message et cette relation particulière. Par d'expériences unifiées sur tous les canaux, mais effectivement, il faut aussi unifier l'expérience des forces de vente, qu'elles soient en ligne, en magasin, et ça, c'est compliqué. Et ça me fait penser à la Fnac, où sur mobile, vous avez justement un ton qui peut être... Enfin, vous faites des tests sur mobile, et ça a été le cas sur le site, avec des pushs aussi, avec un ton un peu particulier pour créer une complicité à certains moments. Donc, vous voulez cacher le digital. La Fnac, elle essaye de mettre de la chaleur et de l'humain dans le digital, ce qui est aussi une bonne façon de procéder. Là où je rejoins Alexandre sur un point, c'est que même en magasin aujourd'hui, ce qui fait la différence sur une visite par rapport à une autre, c'est l'interaction que le client a eue avec son vendeur et le bon souvenir qu'il gardera de ce vendeur. Donc ce qu'on essaye effectivement de transposer au digital, c'est de retrouver cette espèce de connivence ou cette espèce de complicité pour apporter un peu plus de chaleur ou effectivement humaniser une transaction qui est très froide, qui est très dans la performance et très courte. Donc on le fait de différentes façons. On l'a vu dans les pushs, on a toujours tendance à communiquer de manière un peu plus complice avec nos meilleurs clients, avec nos porteurs de l'appli Fnac. Et les réflexions qui sont en cours dans les équipes UX de la Fnac aujourd'hui, c'est de se dire la personnalisation, c'est bien, recommander un produit pertinent au bon moment, etc., de manière soit humaine, soit algorithmique, c'est une bonne chose. Si on veut aller un peu plus loin, il faut qu'on aille dans de la contextualisation, voire vers du dialogue. Et donc ils essayent de regarder comment on arrive à discuter avec nos clients, les accueillir sur nos sites ou nos applis, de manière déjà personnalisée et différente en fonction du moment de la journée ou de l'état d'esprit ou du type de recherche, du type de navigation que fait le client. Donc c'est un exercice qui est très très difficile parce que c'est humaniser quelque chose qui n'était pas du tout jusqu'à présent, mais qui, au regard des résultats qu'on a en magasin post-contact vendeur, me semble complètement indispensable. J'ai une toute petite anecdote, excusez-moi, mais elle remonte à quelques jours. Je reçois 2 courriers de 2 chaînes de